Marie-Claude Girard a œuvré pendant une trentaine d'années dans la haute direction de la fonction publique fédérale dans différents ministères. Je prends mes notes pour pas les oublier. Patrimoine canadien, Affaires autochtones et du Nord, Femmes et égalité des genres. Et 9 ans à la Commission canadienne des droits de la personne, où elle était directrice sur les questions d'équité en emploi. S'est intéressé à la laïcité, même pendant qu'il était dans cette haute fonction fédérale, haute fonction publique fédérale, au moment de ce qu'on a appelé l'épisode des accommodements raisonnables. Présentement, Marie-Claude était représentante, elle est sur le conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Elle appuie activement l'Association pour le droit des femmes du Québec, qui est membre, qui était au départ membre du Rassemblement pour la laïcité. Elle est activement là aussi dans la défense de la loi sur la laïcité de l'État. Marie-Claude a fait d'excellents comptes rendus de tout le procès contre la loi 21 sur le site du Rassemblement pour la laïcité qu'on peut consulter. Alors, je veux dire, il avait fait d'excellents comptes rendus en fait, ça a duré 4 semaines, là, le fameux procès contre la loi 21 à la Cour supérieure. À chaque jour, Marie-Claude a fait des comptes rendus sur le site du Rassemblement pour la laïcité. Ça va maintenant, vous m'attendez? Et dans sa conférence de ce soir, elle va passer en revue les outils législatifs fédéraux qui contreviennent à la neutralité religieuse de l'État. Il semble-t-il qu'il y en a plusieurs. On connaît évidemment le fameux préambule de la Constitution qui est fondé sur la suprématie de Dieu. Il y a des choses qui nous touchent plus directement, qui heurtent encore plus directement la laïcité, comme les prières, par exemple, à la Chambre des communes. Il y a d'autres problèmes qui sont moins connus, dont elle va nous éclairer. Elle va aussi nous parler de son cheminement, qu'est-ce qui l'a amené, pendant qu'elle était à la haute fonction publique fédérale, qu'est-ce qui l'a amené à s'engager dans la laïcité. Elle va également aborder des pistes de solutions pour défendre la laïcité au Québec, notamment la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Alors, je lui cède la parole. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Franchement, je suis honorée d'être ici ce soir pour parler Ma femme m'a invitée parce que j'ai écrit quelques articles cet été qui portaient sur le Canada, un pays qui favorisait les religions. Et c'est comme ça. Est-ce que je parle trop fort? Il y a de la réverbération. C'est beau? Ça va? Ça va pour les autres aussi? Alors, cet été, je me suis mise à écrire des articles parce que je vais vous expliquer mon cheminement par lequel je suis passée pour écrire ces articles-là. Comme Daniel a parlé, j'ai passé 9 ans à la Commission canadienne des droits de la personne, où j'étais responsable des vérifications d'équité en matière d'emploi. L'équité, les vérifications d'équité en matière d'emploi, juste pour faire une histoire courte, c'est pour s'assurer que les 4 groupes d'équité en matière d'emploi, que ce soit les femmes, les autochtones, les membres d'une minorité visible ou les personnes handicapées, soient représentés correctement chez tous les employeurs privés et publics sous juridiction fédérale. Ça comprend les banques, les transports, ça comprend Radio-Canada, tous les domaines des communications. C'est quand même très gros, c'est 10% du marché de la main-d'œuvre canadienne. Quand je parle d'équité en matière d'emploi, je vais juste faire un petit parallèle. L'objectif de la loi, c'est pas d'avoir 50% de femmes dans tous les postes, par exemple. C'est vraiment d'établir selon les compétences. Par exemple, si j'envoyais des vérificateurs voir faire un transporteur, des camionneurs, par exemple, ou transport Bernier, ou je sais pas quoi, on regarde le nombre de personnes, par exemple, qui ont un permis, le code 4, qui permet de conduire un camion. Là, je dis n'importe quelle classe, je ne sais plus si c'est 1 ou 4. Et s'il y a 10% des détenteurs de ce permis-là qui sont des femmes, on s'attendrait à ce qu'il y ait au moins 10% de camionneurs dans cette entreprise-là. Alors, je le précise parce que parce qu'il y a souvent
mauvaise compréhension de la loi et une très, très grande différence qu'il y a aux États-Unis. Ce ne sont pas de quotas que la loi d'équité en matière d'emploi impose, mais c'est bien des cibles que chaque employeur doit atteindre pour les 4 groupes d'équité. Alors, mes vérificateurs allaient rencontrer chacun des employeurs sous juridiction fédérale, regardaient la composition de la main-d'œuvre, et si ça reflétait pas la qualification des 4 groupes d'équité en matière d'emploi, alors chaque employeur est obligé de faire une analyse de système d'emploi. Une analyse de système d'emploi, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi il y en manque. Pourquoi j'ai pas des femmes dans cette catégorie d'emploi-là ou des membres de minorités visibles? Alors, quand on faisait l'analyse du système d'emploi, c'est est-ce que tes annonces en emploi sont juste dans un secteur où il n'y a pas de femmes? Est-ce que le jury de sélection, par exemple, est composé juste d'hommes, et ça t'empêche, ou juste de personnes blanches, ça t'empêche? On ne comprend pas les minorités visibles. Alors, d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui fait en sorte que les groupes désignés ne soient pas intégrés dans la composition de ta main-d'œuvre. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle, dans le jargon d'équité en matière d'emploi, on essaie d'identifier les obstacles systémiques à l'emploi, les barrières systémiques à l'emploi. On sait, on en parle tout le temps, mais c'était toujours relié à un système. C'est de revoir les politiques internes qui pouvaient expliquer pourquoi ces groupes-là étaient mal représentés dans l'effectif de l'entreprise. Alors, c'est ça qui permettait de voir, de mieux comprendre pourquoi il manquait de personnes. Je vais donner un exemple. Il y avait une entreprise, c'était dans l'Ouest canadien, qui, elle, exigeait, pour faire partie de la haute gestion, d'avoir 20 ou 25 ans d'expérience dans l'entreprise. De facto, il éliminait toutes les femmes et les membres des minorités visibles parce que personne qui était là depuis 25 ans. Alors là, en discutant, je disais, est-ce que c'est vraiment d'être là pendant 25 ans, le critère, ou c'est vous cherchez quelqu'un qui a de l'expérience et capacité intellectuelle pour le faire, et là, on amène l'employeur à revoir ses critères de sélection pour que ça soit plus inclusif pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que c'est les groupes de vérificateurs, c'est-à-dire, c'est la loi qui oblige chaque employeur sur le jury fédéral à revoir ces systèmes d'emploi pour identifier les barrières systémiques à l'emploi. Alors, quand j'ai commencé, comme cet été, quand j'ai écrit mon article, le Canada, un pays qui favorise les religions, c'est un peu cette optique-là que j'ai prise. Parce que systémique, ça prend un système. Alors, ce soir, je vais vous parler les éléments de discrimination systémique que j'ai identifiés. Vous les connaissez, ces éléments-là, mais je vais vous les représenter parce que dans ma façon de voir, qui est teintée par mon emploi d'équité en matière d'emploi, je parle d'un système, c'est chacun des éléments ensemble qui font en sorte que ça a une influence. Alors, c'est pour ça que, comme Denis parlait, le premier, on va passer à travers, c'est la Constitution canadienne. Je vais vous parler du Code criminel canadien, de la fiscalité et des organismes de bienfaisance, la prière dans la Chambre des communes. Et puis après ça, je vais vous parler des engagements du gouvernement actuel et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et quel regard qu'il faut garder là-dessus pour savoir si c'est d'autres obstacles qui s'en viennent. Puis quand je parle de systémique, ce que j'avais en tête, c'est entre croyants et non-croyants. C'était mon optique. Est-ce que c'est un pays qui favorise les religions? Est-ce qu'on discrimine entre les deux? Pour quelle discrimination? J'ai la Commission canadienne des droits de la personne. Alors, pour quelle discrimination, il faut que ça soit relié à un des motifs de la loi canadienne des droits de la personne, la religion en est un. Alors, ça, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais pour quelle discrimination aussi, une fois qu'on établit le motif, dans quel champ ça se passe, c'est est-ce qu'il y a eu un tort? Il faut qu'il y ait un désavantage qui soit subi. C'est-à-dire que si on dit, mais j'aime pas telle personne, mais ça ne l'empêche pas de travailler, de manger, puis tout ça, il n'y a pas un tort. Alors, il faut aussi qu'il y ait un tort précis pour qu'on parle de discrimination. Alors, c'est pour ça qu'on va passer à travers
ces outils-là, après ça, passer à travers le gouvernement pour savoir s'il y en a d'autres qui vont se rajouter ou aussi savoir si c'est pour essayer d'identifier les opportunités pour essayer de rectifier la situation. Ce moment-là, je vais trop vite. Hein? Alors, la charte, la loi constitutionnelle de 82, oui. La première phrase, elle commence par « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. » Clairement, les non-croyants font pas partie. Mais est-ce qu'il y a un tort? Est-ce qu'on est biaisé ou biaisé par ça? Est-ce que les croyants le sont? C'est pas évident. On dit toujours que le préambule, c'est super important, mais là, on voit que ça change strictement rien. On sent pas le tort ou qu'on peut avoir. Par contre, je pense qu'il est important de régulièrement de rappeler, parce que là, le gouvernement fédéral, comme vous savez, il va aller protester la loi 21. Là, on est à cour d'appel, on s'en va en Cour suprême, et puis Trudeau l'a dit qu'il allait s'embarquer dans la contestation de la loi 21. Alors, il faut absolument rappeler régulièrement que, en partant, la loi constitutive du pays a des avantages des non-croyants. Elle a déjà un parti pris en partant. On ne va pas encore le tort, mais juste de rappeler, c'est important de le rappeler parce que c'est un des éléments qui va montrer qu'on a de la discrimination systémique envers les non-croyants. Puis, sur la loi 21, mais c'est aussi, ça a un impact direct sur la paix sociale. C'est pas normal qu'un groupe peut parler de propos haineux, puis pas l'autre. Puis là, on va toujours se faire accuser d'être raciste parce qu'il fait des propos, mais pas les autres. Alors, il y a un déséquilibre qui menace la paix sociale, en partie. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est sur la fiscalité des organismes de bienfaisance. Et ça, c'est intéressant, parce que pour être reconnu comme un organisme de bienfaisance, il y a juste deux conditions à suivre. La première, c'est que l'organisation doit relever exclusivement et légalement de la bienfaisance. C'est son ultime objectif, c'est pas j'en fais à moitié du temps, il faut que ça soit ça à 100% de son temps. Et il doit être établi pour conférer un bénéfice tangible. On doit voir ce que c'est. Tangible. Or, présentement, les quatre catégories pour être reconnues dans un objectif de bienfaisance, quand je parle de bénéfices tangibles, c'est les fins de soulagement de la pauvreté. Alors, ces organismes qui aident vraiment les gens dans la rue, par exemple, là, pour les faire sortir de la pauvreté. Il y a un bénéfice tangible. Les fins d'avancement de l'éducation. Le troisième, qui est plus dérangeant, c'est les fins de l'avancement de la religion. Alors, juste le fait d'avancer de la religion, ça peut être juste de prêcher, c'est reconnu comme un bénéfice tangible. Il faut dire qu'au moment où la conception des organismes de bienfaisance a débuté, il y a belle lurette, les églises étaient investies dans l'éducation, en santé, alors il y avait vraiment un rôle social très, très fort. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les gouvernements ont repris ces champs d'intervention sociale-là. Alors, jusqu'à maintenant, présentement, ils n'ont plus besoin de donner aucun bénéfice autre que de promouvoir leur religion. Ça, c'est les deux seuls critères. Je répète, c'est les deux seuls critères. Ce qui est dérangeant, et puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que c'est un des seuls programmes où il y a une absence de définition législative de la bienfaisance. À part avoir vu les deux définitions, ça ne disait pas grand-chose, hein, c'était juste deux principes, ce n'est pas défini. Quand il y a une contestation dans le ministère du Revenu qui accorde le statut de bienfaisance, il se base sur une jurisprudence de Basel de 1891, l'arrêt Pansel, qui est fondée sur une loi anglaise de 1601. Nos définitions sont basées là-dessus. Quand je disais tantôt qu'à l'époque, oui, les églises étaient investies
éducation ou en santé. C'était dans les années 1600. Le Canada, on se fie encore là-dessus. C'est le common law, basé sur le common law, donc. Et puis le common law, la façon que ça évolue, c'est avec des cas de jurisprudence, ça finit par s'affiner un petit peu. Mais nous, notre base au Canada, ça date de 1891. Donc avant tous les autres pays, je ne sais pas si c'est tout, mais beaucoup de pays du Commonwealth qui ont commencé comme nous autres, eux autres en sont sortis pour définir, ils ont tout rectifié la situation en se définissant une meilleure définition qu'est-ce qu'ils attendaient par bienfaisance, par une activité de bienfaisance, puis les organismes qui pouvaient y avoir droit ou pas. Le Canada, non. On reste sur on reste sur... On ne veut rien changer. On a peur de toucher les choses, alors on n'a pas attaqué ce problème-là. Les autres le font. La plus même chose intéressante, parce qu'en fouillant un peu plus, parce que de toute façon, le droit qui régit les organismes de bienfaisance, dans le fond, il faut qu'il évolue avec les valeurs et les besoins de la société. Nous, on est resté accrochés aux années 1800. L'exemple que je voulais donner, c'est une dernière modification à sa loi qui définit les organismes de bienfaisance au Parlement britannique. Il l'a mis la dernière fois à jour, c'est son Charity Act. C'est en 2011, ça fait 10 ans. Et pour préciser que la définition de la religion peut inclure, il y avait 2 modifications. Une croyance en plus d'un Dieu, ça c'était pour inclure les religieux bouddhistes, par exemple, qui ont plus d'un Dieu, mais aussi une religion qui n'est pas fondée sur une croyance de Dieu. Alors, depuis 2011, l'Association humaniste d'Angleterre a droit d'être qualifiée comme un organisme, reconnu comme un organisme de bienfaisance, parce que c'est plus rattaché seulement à la croyance en un Dieu ou plusieurs dieux. Alors, nous, on reste sur notre définition de belle lurette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que promouvoir la religion, dans la catégorie promouvoir la religion, le site de Revenu Canada dit, ça signifie, avec la jurisprudence qui s'est développée, c'est vague, c'est large. Manifester, faire avancer, préserver ou renforcer la croyance dans 3 principaux attributs d'une religion, soit la foi à une puissance supérieure et invisible, comme Dieu, un être ou une entité suprême, une pratique religieuse ou un profond respect de cette pratique religieuse-là, ou un système particulier complet de dogmes et de pratiques. Ça, c'est ça la promotion de la religion. Il faut que ça arrive à les 2. Pour être reconnu, pour avoir le statut d'organisme de bienfaisance, le ministère offre même des exemples aux organisations de le faire. Il donne même les phrases. Alors, ça peut être, ils vont juste écrire « promouvoir la religion auprès de ses adeptes ou de la population », ça, ils ont le choix, en prêchant et en soutenant les enseignements, puis là, c'est marqué « préciser la religion que vous voulez », en entretenant et en finançant un lieu de culte ainsi que les services conformément aux dogmes et aux doctrines, et préciser de la religion que vous voulez parler. Ça, c'est les 3 exemples qu'ils donnent. Alors, c'est facile, là, ils ont juste un petit formulaire à remplir. Ou en finançant et en gérant des missions, ainsi qu'en subvenant aux besoins des missionnaires afin de propager, inscrivez la religion que vous voulez. Alors, le questionnaire pour se faire reconnaître qu'on fait la promotion de la religion est super facile à faire. On dit comment faire. Ce qui est fatigant. Ce qui est fatigant, c'est que le fait d'être reconnu d'organisme de bienfaisance donne beaucoup d'avantages. Il permet aux donateurs de bénéficier d'un crédit d'impôt, donc ils peuvent aller voir les grandes fondations, mais aussi aux organismes reconnus d'être exemptés d'impôt sur le revenu, ils ne payent plus rien, d'obtenir un congé d'impôt foncier de taxes municipales et scolaires et de récupérer une partie des taxes de vente. Bref, ça donne un avantage super important que les autres organisations des autres visions du monde n'ont pas. Donc, quand je disais qu'en quittant en matière d'emploi, on regardait les pratiques, puis on regardait est-ce que c'était équilibré.
quand on parle de discrimination systémique, il dit « Ah, là, quelque part, on discrimine, il y a juste si on croit en Dieu qu'on a le droit à ces avantages-là. » Et puis, ici j'avais des chiffres, mais selon l'année d'imposition 2019, le crédit d'impôt pour don, alors c'est juste un des aspects, c'est le premier, a entraîné des dépenses fiscales estimées à 3,2 milliards de dollars au fédéral et à 290 millions au Québec. Là, je parle juste de la première catégorie. Je n'ai pas dit toutes les pertes de revenus qui en découlent. Juste au Québec, en 2019, il y avait 4300 organismes de bienfaisance œuvrant à la promotion de la religion. Puis, 40%, dans le fond, c'est 40% des organismes de bienfaisance reconnus le sont parce qu'ils font la promotion de la religion. Ça peut être une petite secte, ça peut être une grande église, mais ça se divise entre le cimetière, ça peut se diviser en je ne sais pas combien d'entités. Il y en a plus de 4000. Ils récoltent 40% des dons admissibles au crédit d'impôt. Alors, puis, parce que les organismes de référence sont supposés dire quel est l'avantage pour la population qu'ils apportent. Il y en a au minimum, la moitié, 1 sur 2, déclarent ne même pas donner de bénéfice à la société. Ils le disent. Je ne donne aucun bénéfice, aucun retour à la société. Ça veut dire que c'est nous autres, les contribuables, qui payons pour ça. Un exemple, ça serait les sœurs cloîtrées, par exemple. Ils sont cloîtrés, ils vivent derrière des murs. Quel bénéfice, à part prier pour nos âmes, donne-t-elle à la société? Je n'ai rien contre les sœurs, mais c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bénéfice tangible pour la société. Alors, c'est un petit peu dérangeant. Alors, clairement, il y a une stagnation qui s'est installée au Canada depuis qu'on reconnaît les organismes de bienfaisance parce qu'on n'a jamais légiféré, modifié le programme et on s'assoit sur nos salariés. Quoi faire? C'est bien difficile parce que il y a toujours des façons de faire, puis il y a plusieurs façons de faire, mais c'est difficile aussi. Il y a en 2018-2019 un comité sénatorial qui s'appelait le Comité sénatorial spécial sur le secteur de bienfaisance qui ont fait une grande étude, ils ont parlé de facilité parce que plusieurs trouvent ça difficile à remplir les papiers et revoir l'approche pour les organismes de bienfaisance. Ils ont conclu que à ce moment-là, il y en a un organisme qui s'est opposé à la reconnaissance des organismes religieux, c'est l'Association des humanistes de Colombie-Britannique qui a déposé un mémoire, un très bon mémoire pour leur dire ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que vous faites des autres visions du monde et vous devriez changer ça, soit pour ce qu'ils demandaient aux autres, soit pour abolir la reconnaissance de la promotion de la religion ou reconnaître les autres visions du monde dans les critères pour reconnaître les organismes de bienfaisance. Le comité sénatorial n'a pas retenu ces recommandations-là parce que, et là je lis ce qui est écrit dans le rapport, l'ajout de nouvelles catégories de faits de bienfaisance ou le retrait de celles qui existent déjà pourrait provoquer une guerre culturelle qui bouleverserait le secteur. Il n'y a pas personne qui veut toucher au secteur religieux. Alors, on se ferme les yeux, on ne corrige pas. Les autres pays l'ont fait, là. Ils ont défini ce qu'ils voulaient. Ils ont défini... Ça se peut qu'ils reconnaissent les organismes religieux, mais il faut peut-être qu'ils donnent quelque chose en échange. Nous, on n'a pas, on s'en tient loin. Alors, parce que dans le fond, c'est ça, il se fie au common law pour voir... Parce que la façon que ça fonctionne, un organisme fait application au Revenu Canada, il est reconnu ou pas. S'il n'est pas reconnu, il y a un mécanisme d'appel au sein de Revenu Canada qui va dire « on a bien appliqué les règles, tu ne peux pas ». Si tu n'es vraiment pas content, à ce moment-là, tu peux aller à la Cour fédérale d'appel. La Cour fédérale d'appel n'a pas entendu aucune cause depuis 20 ans là-dessus. Parce que ça stoppe au ministère des Revenus. Là où il n'y a jamais personne qui a essayé, c'est de dire, parce qu'il dit,
Parce que les causes qui sont entendues là, c'est est-ce que l'organisme aurait dû être reconnu ou pas selon la jurisprudence. Là où personne n'a essayé, c'est, une fois après avoir épuisé les recours à l'intérieur du ministère, c'est déposer une plainte aux droits de la personne pour discrimination. Et ça serait une avenue possible de dire comment ça se fait que moi, que ma vision du monde, je n'ai pas le droit à ce statut-là, c'est discriminant. Parce que pour déposer une plainte aux droits de la personne, ça prend un des motifs de illicite de discrimination, la religion en est une. Quand je parle de la religion, c'est la religion ou non-religion. Il faut que ça soit un organisme fédéral qui soit visé. Ici, on a Revenu Canada. Alors, ça c'est une... Et puis, est-ce qu'il y a un tort? Tu sais, je vous ai parlé d'un tort. Tantôt, avec la Constitution, on n'en voyait pas. Ici, il y en a des torts. Parce qu'on est très capable de dire, moi, il faut que je paye mes impôts fonciers, il faut que je paye toutes mes TPS et tout et tout. Alors, il y a un tort manifeste. Il n'y a aucun organisme, à ma connaissance, qui est allé essayer cette voie-là. Puis c'est fou parce que déposer une plainte à la Commission des droits de la personne, c'est le mécanisme le plus simple qui existe. C'est un 2 pages à remplir. C'est simple, c'est marqué partout, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour le faire. Parce que quand on dépose une plainte, si on dit le motif, c'est de la bonne juridiction, j'ai épuisé les recours que j'avais à l'intérieur de l'organisation, à ce moment-là, c'est un enquêteur qui le prend, puis qui fait une enquête, qui va aller voir Revenu Canada, si c'est vrai que tu lui as dit non, oui c'est vrai, si c'est vrai qu'il y a un motif, oui c'est vrai, y a-t-il un tort, il va peut-être aller voir un fiscaliste, le fiscaliste va dire oui, il y a un tort, alors on dit ah, il y a matière, puis là on va l'envoyer au tribunal. La raison pourquoi le système de la Commission canadienne des droits de la personne est si beaucoup plus simple, je dirais, que celui du Québec, ben, je ne sais pas pourquoi, mais il est fait pour que la majorité des plaintes qu'on reçoit au fédéral, c'est par exemple des prisonniers. Les prisonniers sous juridiction fédérale sont enfermés pour plus de 2 ans ou jusqu'à perpétuité. Les autres, ils ont juste ça. Ils font partie de juridiction fédérale, ils sont petits prisonniers, ils ont un temps. Alors, les plaintes qu'on reçoit, c'est les leurs, et c'est correct. Mais c'est fait pour qu'il n'y ait pas besoin d'avocat. Alors, il faut que ça soit simple. Il ne faut pas nécessairement être éduqué, il ne faut pas le faire, on peut l'être. Mais c'est le système qui prend, qui analyse, puis qui le met au tribunal. Comme je dis, je ne pense pas qu'un organisme pour la bienfaisance qui a essayé cette voie-là. Et puis, j'avais copié, parce que selon la loi, constitue un acte discriminatoire s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, la religion, le fait que le fournisseur de biens et de services destinés au public d'en priver un individu, là, c'est Revenu Canada qui prive de l'obtention du statut, de défavoriser à l'occasion de leur fourniture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien qui s'en vient. Et le plaignant, ça peut être la personne ou le groupe de personnes qui déposent une plainte. Ça peut besoin d'être un individu, ça pourrait être une association. Alors, ça, c'est pour... alors, clairement, ça, c'est un aspect, la fiscalité canadienne favorise très clairement les croyants versus les non-croyants. Donc, il y a, à mon avis, discrimination. Selon mes critères que j'avais pour l'équité en matière d'emploi, par exemple. La prière. La prière à la Chambre des communes. Tous les jours. Au début de chaque séance de travail, le président de la Chambre lit une prière à tous les députés et greffiers présents. Une fois la lecture de la prière terminée, là, il ouvre les portes et le public peut y aller. C'est pour ça que c'est un petit peu caché qu'on ne l'a pas en pleine face, parce que les journalistes ne sont pas là et le public n'est pas là. Par contre, les députés et les greffiers, ils sont. Alors, tous les jours, ça commence par « Dieu est tout-puissant. Nous te remercions de nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens. » C'est assez clair, hein? Non, la seule fois qu'ils l'ont modifié, c'est parce que je pense que c'était trop catholique et là, elle est plus neutre. On ne dit pas c'est quel Dieu. C'est la seule fois qu'ils l'ont modifié.
Alors, je vous rappelle le jugement de la Cour suprême en 2015 sur du mouvement laïque québécois et Saguenay. Et quand le jugement est sorti, c'était sous le gouvernement Harper. Alors, Justin Trudeau a dit oh oui, on va trouver une solution. Je tiens à la prière, mais ça pourrait être transformé en un moment de réflexion. Il y a Elisabeth May qui a dit la même chose. Thomas Mulcair, qui était à la tête du NPD, a dit la même chose. Alors, il y avait une certaine ouverture. Les conservateurs ne voulaient rien savoir. Mais, parce que, là, j'ai sauté une étape, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, il était d'accord, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les assemblées législatives et le Parlement ne sont pas tenus de respecter les règles c'est comme indépendant, ne sont pas tenus de respecter les règles de la Cour suprême. Pour changer un règlement dans un Parlement ou dans une assemblée législative, ça prend un vote de la majorité. Alors là, il y avait une ouverture, mais ils ne se sont même pas rendus au vote parce que c'est en 2015 et les élections sont arrivées l'automne qui a suivi. Alors, il y avait une ouverture, mais ça ne s'est jamais concrétisé de remplacer la prière par un moment de réflexion qui aurait été plus neutre, plus respectueux pour tout le monde. Alors, en 2019, il y a eu une motion du Bloc qui a été exactement ça, de remplacer la prière par un moment de réflexion qui aurait été plus neutre. Genre, c'est parce qu'ils ont des tâches et ils agissent quand même pour l'Assemblée canadienne, puis c'est ça qui réfléchissent. Et à ce moment-là, il a perdu. Parce que les libéraux ont été contre. Les libéraux et les conservateurs qui se sont opposés, alors il n'y a pas la majorité. Qu'est-ce qu'ont fait les députés à ce moment-là? Mais ils avaient perdu, donc la prière est encore là aujourd'hui. Il y a certains députés du Bloc, il y a une espèce de rideau dans la salle, alors attendre derrière le rideau avant de s'asseoir pour rejoindre tout le monde. C'est un peu la façon qu'ils ont trouvé pour manifester leur inconfort sans pouvoir changer la situation. Là, il y a un nouveau Parlement qui commence. C'est encore l'occasion de remettre ça sur le plancher. Et puis, je pense pour moi que c'est important encore de le remettre sur le plancher. C'est quasiment les mêmes personnes. Le résultat va être probablement sensiblement le même. Mais en répétant toujours en mettant le doute dans le gouvernement canadien sur sa neutralité religieuse, parce qu'il pense toujours qu'il est neutre, puis qu'il est équilibré, puis tout ça, mais là, ça commence à s'ajouter. La Constitution, les organismes de bienfaisance, le Code criminel, et puis la prière, viens pas me dire que tu es neutre. Alors, en le répétant souvent et le redemandant, quand il va aller en cours, mais là, ça va être plus difficile pour lui de dire oh, moi, j'aime tout le monde, puis j'aime tout le monde peut être là, je suis neutre, vous êtes une gang de racistes, et puis tout ça. Il faut le remettre, il faut rééquilibrer les choses en le répétant les choses. La perception que plusieurs ont du fédéral, comme quoi tout est parfait, parce que ça ne l'est pas. C'était... Alors, c'est un peu ce que je disais tantôt. La prière à la Chambre de commune met à mal la neutralité religieuse de l'État. Ce que le jugement de la Cour suprême disait, c'est qu'une pratique qui porte une atteinte plus que négligeable ou insignifiante à la liberté de conscience et de religion des greffiers et des députés, et que cette atteinte est discriminatoire. C'était fort. Puis on s'en souvient, hein, Saguenay, c'était la prière aussi. Puis ils ont gagné. Alors pourquoi il n'y a pas l'ouverture pour l'appliquer? Il faut, dans le sein de leur enceinte sainte, il faut le répéter souvent. Ils l'avaient, mais là, c'est juste politique. Alors, puis là, c'est les grands éléments du système fédéral que j'ai regardé, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Si on a juste à penser aux accommodements religieux. Bien, oui. Alors là, il faut croire pour avoir le temps pour pouvoir demander un temps de prière. L'autre n'a pas le droit de prendre le même temps.
On n'a pas le droit d'interdire quelqu'un de prendre ses vacances, dire non, j'ai vraiment besoin de toi ce mois-ci et j'accorde pas une autre vacance. Oups, il y a un congé religieux pour l'autre, tu es obligé de dire oui, mais pas pour les autres. Alors, il y a c'est pas une neutralité, il y a un piège. Il y a des privilèges. Et puis, il y a même, l'autre exemple que j'ai, c'est aussi la tolérance que le gouvernement a, à cause de la religion, de la discrimination entre les femmes et les hommes dans les différents lieux de culte. C'est comme si, soudainement, on peut discriminer entre les hommes et les femmes. Vous vous souvenez quand Trudeau, dans son premier mandat, il est allé voir une mosquée puis il avait dit « Hi, sister ». Nulle part ailleurs, si ça n'avait pas été une religion, il aurait réagi de dire « C'est correct qu'on mette les femmes d'un bord puis les hommes de l'autre ». Mais dans nos accommodements religieux, là, ce n'était pas un accommodement, mais on excuse des discriminations entre les hommes et les femmes pour la religion. Alors, il y a plusieurs petits éléments qui font en sorte que qui font questionner la neutralité religieuse de l'État, et puis qu'on pourrait demander est-ce que l'État canadien discrimine envers les non-croyants. Individuellement, oui, on peut s'attaquer à chacun, mais ça serait bon, c'est bon de le rappeler à chaque fois pour essayer de rétablir la situation. Quand je vous disais tantôt, ça c'est les outils qui existent, il faut être aussi super vigilant avec ce qui s'en vient. Là, je vais passer à travers quelques-uns des engagements que le Parti libéral avait mis dans sa plateforme lors des élections. Et on va passer à travers pour vous signaler, ici, il faut faire attention parce que ça peut aller d'un bord ou de l'autre, ou c'est une belle occasion pour soulever tel enjeu. La raison pour laquelle, pour moi, c'est super important de passer à côté, c'est que ces engagements-là sont traduits, j'ai vérifié ce matin, il n'était pas encore, dans les lettres de mandat des différents ministres. Les lettres de mandat des différents ministres, c'est que c'est le premier ministre qui va dire Joe Blow, je te confie la tâche de mettre en place la vaccination obligatoire. Quand le ministre reçoit ça s'appelle sa lettre de mandat, ils vont le publier bientôt. Ça devient la feuille de route du gouvernement. Ce sont les objectifs de rendement du sous-ministre, sous-ministre adjoint, DG, directeur et de tout le monde dans l'appareil législatif. Toutes les actions du gouvernement, à chaque fois qu'on pose une action pour le développement politique, on doit démontrer en quoi ça aide à atteindre les objectifs du gouvernement. Alors, ce n'est pas anodin. Et chaque ministère, à chaque 3 mois, il doit rapporter au bureau du conseil privé, savoir où il en est dans l'accomplissement du mandat qu'on lui a donné. Alors, quand les lettres de mandat vont sortir, il devrait l'être ce mois-ci, de regarder attentivement parce que le libellé va peut-être avoir changé versus la plateforme électorale que j'ai copiée ici. La raison pourquoi ça peut être changé, on a entendu qu'ils avaient commencé à négocier avec le NPD pour trouver peut-être des compromis, ils ont peut-être assoupli certains coins, certaines de la politique, mais une fois que les lettres de mandat vont être émises, ça va être la feuille de route du gouvernement pour les 4 prochaines années. Alors, on a vu, il y avait comme objectif finir la lutte contre la COVID, c'est bien beau. Tout de suite, vous l'avez entendu, tout de suite quand il a annoncé, il a précisé qu'il allait avoir une exception religieuse. Oui. Oh, oui. Alors, c'est comme si, j'ai dit qu'à la limite, ça serait très limité, mais il n'a jamais dit comment. Alors, c'est une exception religieuse. Étrangement, là, pour le Parlement, il exige le vaccin aussi, sauf que là, ils vont enquiquiner les conservateurs. Alors, pour aller au Parlement, il n'y aura pas d'exception religieuse. C'est juste pour les fonctionnaires. Si on veut, en tout cas. Alors, celle-là est dérangeante, parce que si quelqu'un, pour la question de santé, je veux bien, mais ça veut dire qu'on a un collègue à côté qui peut ne pas avoir été vacciné, donc il peut infecter ceux qui ne sont pas croyants. Alors, ça devient des dangers publics. Dans sa promesse pour son engagement pour un Canada plus fort, il parle d'un plan d'action national de lutte contre la haine d'ici 2022. Ça approche, hein, c'est l'an prochain. Qui comprendra
Les recommandations des sommets contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Les mesures précises de lutte contre les crimes motivés par la haine au Canada, notamment les modifications possibles au code criminel. Ici, ce qu'il faut regarder très, très attentivement, c'est qu'il faut s'assurer que quand que les recommandations des sommets contre l'antisémitisme et l'islamophobie, que ça n'empêche pas les critiques des religions. Parce qu'on ne sait pas, on est bien d'accord qu'on ne veut pas avoir de l'antisémitisme, en tout cas, mais il ne faut pas que ça enlève la possibilité de critiquer une religion. Qu'on s'attaque à une personne, oui, mais il faut que le plan permette la critique des religions pour être neutre. Dans les modifications possibles au Code civil, c'était entre autres une meilleure définition de la haine, ce qu'il avait proposé juste avant les élections, mais qu'il faut qu'il redépose. Jamais ils ont parlé d'enlever l'article 319.3b du Code criminel. Ils veulent s'attaquer aux crimes motivés par la haine, mais conserver ceux qui sont dits basés sur des textes religieux. Ça, il va falloir réagir. Ça va venir vite. Puis après, on ne pourra pas beaucoup réagir, mais c'est pas grave. Si on peut écrire, le mettre dans les médias, le soulever, la contradiction qu'il y a là. Parce que c'est comme si on s'attaque à une haine, mais pas à l'autre. Ils ont aussi parlé de poursuivre la lutte contre le racisme systémique et la discrimination en augmentant le financement de la Société canadienne contre le racisme et du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. C'est beau. Il faut juste s'assurer que ça ne couvre pas la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, que ça n'empêche pas la liberté d'expression, de critiquer les religions. Parce qu'on est d'accord avec les principes, là, mais il ne faut pas que ça ait un impact de faire taire une bonne partie de la population. Ils veulent aussi augmenter le financement des programmes communautaires multiculturels. Je ne sais pas ce que ça comprend. Est-ce que ça va comprendre aussi les religieux? À ce moment-là, il y aura un autre avantage de plus. C'est pas parce qu'on vient d'un coin du monde qu'on partage toute la même religion. Là, on fait des groupes multiculturels, mais on fait des groupes religieux là-dedans. Alors ça va être un élément à surveiller qui s'en vient. C'est engagé à protéger les Canadiens des contenus toxiques en ligne. Adopté au cours des 100 premiers jours une loi afin de lutter contre les contenus toxiques en ligne et les discours haineux. Quelle est la définition de toxique en ligne? C'était, de mémoire, là, c'est vraiment dans les médias sociaux. Là, si on s'en prend à quelqu'un, les journalistes se font attaquer régulièrement, se font accuser. Toute la cancel culture, par exemple. Comme ça peut être ça peut être excessivement brutal. Mais ça, à un moment donné, puis des fois, il y a des propos très haineux aussi. Là. Mais si on avait pu écouter mon cher imam de tantôt, ça, c'était ce qu'il haineux. Il met sur ses publics, c'est en ligne, c'est dans un site web, et il parlait très clairement contre les Juifs, puis contre les femmes, contre les Juifs, et puis contre les homosexuels. They're willing to spend mountains of gold in order to take us away from Al-Islam. So they will spend it. But don't fear. At the end of the day, they're not going to win. Allah Jalla wa Ala tells us, so they will spend it. Then it will be for them a source of regret. A source of regret? 20 years in Afghanistan. I don't need to say anymore. A source of regret. Then they will be overcome. Does this sound familiar to you? Have you been listening to the news? نقول Allahu Akbar. They will attack what is most sacred to us. But all of that they do is only a small portion of what is really in their hearts, of the hatred that they have towards us in their hearts. Do not think that the Jews and the Christians are our friends. They are our enemies. I incite you to show support
for your brothers in Afghanistan who want to establish the Sharia in their land. We see that the West wants to talk about the rights of women. The rights of women. Ah, yes. Her right to be a prostitute. Her right to sleep around with whomever she wishes. I want you to understand what those rights are, by the way. Her rights to be abused. Her right to show her body off to men who get off on watching her in porn and in other than that. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفق إخواننا في أفغانستان أن يقيموا شرعك على هذه الأرض. Mais lui a le droit, parce qu'on y a une exception haineuse. C'est à ça qu'il va s'attaquer. Alors, mais encore une fois, il faut faire attention. Ils sont en train de définir c'est quoi le mot haine plus précisément, mais il ne faut pas, ils disent que ça, faut pas que ça atteigne trop la liberté d'expression, mais si on essaie trop de protéger les religieux, on va empêcher la critique des religions. Parce que c'est une différence de dire qu'il y a des textes religieux qui n'ont pas d'allure versus la personne n'a pas d'allure. Alors ça va être à surveiller. Ils veulent aussi renforcer la loi canadienne sur la personne pour mieux gérer ces éléments-là. Et le code criminel, c'est là aussi qu'on rajoute des éléments dans le code criminel, mais encore une fois, il n'enlève pas le 319.3b. Donc, pour moi, il y a une incohérence et il y a un danger qu'on soit encore plus muselé pour critiquer les religions. Ils sont engagés à doubler le financement du programme de contestation judiciaire. Ça, c'est le programme qui finance tous les opposants, qui permet le financement de tous les opposants à la loi 21. Alors ça, ils veulent le doubler. Doubler le financement. Doubler le financement. Là, juste avant qu'ils se présentent à la Cour suprême. Les critères sont assez... je sais que le MLQ a essayé d'y avoir accès, et puis ça peut marcher. Je sais aussi que pour le droit des femmes du Québec, ont essayé d'y avoir accès. Compte tenu qu'ils disaient que ça touche une loi provinciale, tu n'y as pas droit, mais là, on a essayé de démontrer comme quoi, non, l'article qu'on défendait, c'était un article 28 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça faisait partie de la charte. On a dit non, mais de toute façon, on ne veut rien savoir, alors il n'y a pas eu du financement. Par contre, English Montreal School Board s'est vu offrir le financement. Il a refusé à la fin, mais tous les autres groupes religieux qui viennent de Toronto l'ont probablement accès. Puis là, ils vont être financés, probablement, mais ça va être à surveiller. Doublement. Doublement. Ils veulent aussi rétablir la Commission des droits du Canada, qui offre des services conseils juridiques indépendants sur les réformes nécessaires, tels que sur le racisme systémique au sein du système judiciaire. C'est bien le racisme systémique, mais lorsqu'on parle de... Parce que souvent, vous savez, quand on parle de racisme systémique ou qu'on parle d'une religion, de la critique d'une religion, c'est souvent... les deux, c'est la même affaire. Ça devient soudainement la même chose. On est raciste parce qu'on critique une religion. Alors ça, ils veulent rétablir cette commission-là, mais il va falloir surveiller la portée parce que ça peut empirer le penchant non neutre de l'État canadien. Promouvoir, un autre engagement qu'il y avait, promouvoir la démocratie et les droits de la personne. Faciliter la réinstallation sécuritaire de ceux qui fuient les crises politiques. C'est bien logique que si les femmes en Afghanistan qui se font avoir, qu'on leur ouvre la porte pour les aider, là, c'est très logique. On parle des journalistes, des féministes, des gens qui se font persécuter, et on parle des membres de minorités religieuses ou ethniques. On ne parle pas des apostats qui se font massacrer, des athées qui se font massacrer. C'est vrai qu'il y a et autres groupes. Mais le fait qu'on précise les membres de minorités religieuses et pas les autres est fatigant. Parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui sont en danger dans le monde qu'on devrait accueillir quand ils sont en situation de danger, de mettre en liste prioritaire. Système fiscal équitable. Ce qu'ils veulent faire ici, c'est s'assurer que tout le monde paie sa part d'impôt.
Bravo! Même les plus riches diminuent les évasions fiscales. Bravo! Mais c'est vrai, hein, on ne parle jamais des représentants religieux qu'eux autres, à cause de leur statut d'organisme de bienfaisance, ne payent strictement rien. Alors, eux autres ne sont pas obligés de donner leur juste part. Pourtant, on l'a vu, hein, c'est énorme l'argent qu'il y a là. Alors, on n'est pas contre, mais pourquoi pas le faire au complet? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les moyens possibles d'action. Courriel aux députés. Ça a l'air nono. C'est long à faire. Mais je peux vous dire, parce que je le fais, ça fait une couple de fois que je le fais, que ce soit provincial ou fédéral. Je l'ai fait il y a 2 mois. J'ai écrit à chaque député du Québec, libéraux, tous les députés libéraux. Ce qui est important, c'est d'avoir, de faire un courriel personnalisé, alors dire Monsieur Joe Blow. Donc, c'est long à faire parce qu'il faut le faire les 200, je ne sais pas trop quoi, parce qu'on copie le texte. Parler de ses préoccupations. Ce que j'ai fait, j'ai dit, la neutralité religieuse de l'État me fatigue et voici mes 4 points. C'est la même chose que ça, que j'ai marqué. Et puis, puis-je compter sur vous? Quand je dis que c'est important de le faire, c'est parce que ma lettre, elle est lue par le bureau de comté de chacun de ces députés-là. Plusieurs les lisent. Une certaine proportion vont me demander où habites-tu pour savoir si je suis dans le bon comté. Évidemment, quand j'envoie mes lettres, je ne mets jamais mon adresse. Alors souvent, sont lus, je dis, je vais l'envoyer au député qui s'occupe de ce dossier-là. C'est envoyé. C'est pas grave. Dans son bureau de député, de comté, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de cette situation-là dans son comté. Il ne croit peut-être pas, mais il est conscient. Ça fonctionne. J'ai eu dans d'autres, je pense que c'était pour les garderies, à un moment donné, je me suis mis à travailler avec un député qui était ici sur la rive sud, puis on a travaillé plein de choses ensemble, puis il me donnait des informations. Des fois, ça fonctionne, puis on peut pris dans les règles qui définissent les organisations de bienfaisance. Jamais ils ont pris l'autre axe qui disent « Je suis discriminé. J'ai un tort. Je n'ai pas accès à ce financement-là. » En tout cas, ça, c'était l'approche possible. Les autres, mais là, on a autant d'imagination. Ce qu'il faut multiplier les façons de faire, je pense, pour déséquilibrer, pour remettre en question. Il n'y a pas un politicien qui veut s'attaquer à la religion, c'est trop dangereux. On sait, ils sont en train. Ils courtisent toutes les églises à chaque élection. Ils n'ont pas la même. Si le groupe se réveille, ça va peut-être arriver. Mais il faut le faire. Il ne faut pas lâcher. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui.